Nous voilà de retour pour cette fois une discussion. On essaiera d'avoir un échange en fin de discussion dans quelques instants avec nos deux invités. En 2024, les orages ont grondé sur la France. D'après Météo Orage, qui sera invité d'ailleurs un peu plus loin à travers ce festival, on répertorie plus de 400 000 éclairs nuages sol, donc entre la base d'un nuage d'orage, même entre un nuage d'orage et nos sols. C'est à peu près dans la moyenne, d'après les données climatologiques dont on dispose. Et puis d'après le bilan très détaillé aussi de Keraunos, ça tombe bien, Emmanuel Vézolec arrivera dans quelques instants. On a comptabilisé en France en 2024 environ 234 jours d'orage. C'est le département des Alpes-Maritimes qui a été le plus touché et on l'évoquait un peu plus tôt ce matin. Alors, un peu comme pour les tremblements de terre, certaines régions sont plus soumises évidemment à ce risque orageux. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec des intervenants, des chasseurs d'orage. Mais une question revient fréquemment. Alors vous, en tant que chasseur d'orage ou en tant que simple curieux aujourd'hui, comment bien les prévoir? Alors je vous propose d'accueillir Emmanuel Vézolec, le cofondateur de Keraunos et le président évidemment de l'Observatoire français des orages violents et des tornades. Et puis un breton aussi sur scène, Sonny Lebastard, ingénieur de recherche spécialisé en satellite et radar. Il travaille pour Météo France au centre de météorologie spatiale de Lannion, installé dans les Côtes-d'Armor. N'hésitez pas à prendre place. Merci à tous les deux d'être là pour cette grande discussion. Alors, question assez simple pour commencer. D'après vous, pour les personnes présentes aujourd'hui ici, qu'est-ce qu'il est important de comprendre pour bien prévoir un orage? Qu'est-ce qui est essentiel au quotidien? Bonjour à tous. La question est assez vaste. Elle est assez vaste, mais on va la préciser un peu plus loin. On va dire qu'en prévision d'orage, globalement, ce qu'on va rechercher, c'est deux éléments. Le premier, c'est de savoir si la masse d'air est en mesure de faire un orage, donc si elle est instable. En résumé, si l'air près du sol est trop chaud et trop humide par rapport à l'air qui circule plus haut en altitude. Et le deuxième point qu'on va chercher également, c'est est-ce que c'est plus ou moins dynamique? Donc est-ce qu'il y a des éléments qui vont avoir tendance à pousser les orages à se former ou pas? Et donc ça, c'est essentiellement le positionnement des fronts, des zones de convergence, la répartition des vents aussi en altitude, parce que c'est ça qui va déterminer si les orages vont être plus ou moins forts. Donc je dirais que les deux principaux éléments qu'on recherche en prévision des orages, c'est ça. Est-ce que ça va être instable? Et si oui, est-ce que ça va être plus ou moins dynamique? Alors, il est important quand même de remettre un peu dans le contexte Keraunos, évidemment, qui est un organisme très connu, si ce n'est essentiel aujourd'hui pour les chasseurs d'orage, mais aussi pour le grand public. Vous, votre job au quotidien, c'est de proposer sur votre site internet une carte de la France métropolitaine avec le différent risques orageux matérialisés dans une région. Et pas qu'orageux aussi, vous parlez de tornades. Alors, pas de tornades sans orage, mais c'est ça votre métier au quotidien, si je généralise un peu. Oui, c'est ça. En effet, on fait de la prévision d'orage en permanence depuis 2006, donc ça commence à faire un petit moment déjà. Donc bientôt 20 ans, avec une partie qui est en libre accès sur notre site internet, et donc avec une carte quotidienne qui indique les différentes zones de la France sur lesquelles on attend des orages, et si oui, avec quelle intensité. Et pour ce qui est du jour J, on rajoute une carte du risque de gros grêlons, du risque de tornade, effectivement, et aussi du risque de forte activité foudre. Et ça, c'est une prévision que vous réalisez aussi bien au cœur de la saison orageuse, entre guillemets, qu'en plein hiver. C'est tout au long de l'année. C'est toute l'année, parce que de toute façon, il peut y avoir des orages en France toute l'année. C'est un petit peu ce qui fait le charme de la France aussi. Bien sûr. C'est qu'on n'est jamais... enfin, ça peut arriver qu'on ait des périodes vraiment calmes, mais on a globalement des orages toute l'année. Et vous qui réalisez du coup ces bulletins de vigilance, entre guillemets, au quotidien, alors évidemment différents de Météo France. Vigilance, voilà, évidemment. Pour le coup, ouais, c'est plutôt Tony. Voilà, on va dire d'information. Quelle est la difficulté pour vous? Est-ce que c'est d'être dans la précision du type d'orage que l'on va rencontrer potentiellement sur plusieurs départements, sur une région tout entière, ou la fameuse localisation? Parce qu'évidemment, ça revient au quotidien, et ça revient aussi, c'est un débat. Par exemple, dans les cartes de vigilance émises par Météo France, bon, parfois on peut avoir un département coloré de orange, mais simplement une partie du territoire du département touché par ces orages violents. Quel est le plus compliqué pour vous au quotidien? Je dirais que ce n'est pas forcément les situations les plus à risque qui sont les plus compliquées, parce que généralement, des grosses situations orageuses, c'est généralement des orages qui vont prendre une grande superficie, donc qui vont couvrir une grande partie du territoire, et généralement qui se déclenchent de manière pratiquement certaine.
Donc ce qui est le plus compliqué, c'est dans des situations qui sont un peu intermédiaires, avec des déclenchements qui ne sont pas sûrs. Donc on n'est pas exactement certain du moment où ça va se faire et où. Et si c'est des orages dans une situation, des orages qui vont être plutôt localisés, c'est encore plus compliqué puisque ça peut partir à tout endroit, tout en restant localisé. Alors, il se trouve que c'est quand même les situations les plus fréquentes où les orages restent relativement ponctuels sur des situations qui ne sont pas toujours très franches. Et donc, c'est ça qui est vraiment le plus compliqué en prévision. Les gros épisodes orageux, généralement, on les voit venir, même longtemps à l'avance. Et pour le coup, on se trompe assez peu sur ces épisodes. Enfin, je pense que Tony sera d'accord pour dire que ce n'est pas forcément... c'est limite les situations où la Météo France est en vigilance orange qui sont peut-être les plus faciles à prévoir finalement. Tony, oui, on va quand même vous présenter aussi. Je le disais, vous êtes un ingénieur, vous avez fait une thèse sur les radars de pluviométrie qui permettent de suivre les précipitations, évidemment, c'est bien ça? Exactement, ouais, j'ai fait une thèse qui combine radar et modèle de prévision, justement. Ouais. Et puis, vous êtes aussi connu à travers une épopée avec Christophe Asselin, quand même, il ne faut pas oublier de le rappeler. Oui, disons que j'ai des aventures extra-professionnelles. Oui, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique avec une superbe série, puis un livre, on en reparlera à la fin de cette conférence, évidemment. Je le disais, vous êtes au Centre de météorologie spatiale de Lannion. Les satellites, le suivi d'une situation quelques minutes, parfois avant l'arrivée d'orage, ça fait partie de la prévision, finalement. Ah, tout à fait. Enfin, après, dans la prévision, il y a plusieurs phases, en fait. Il y a d'abord la phase d'anticipation, la phase de prévision à plus ou moins moyen ou long terme, de cerner un peu les ingrédients potentiels qui pourraient donner naissance à une situation orageuse. Et puis à mesure qu'on s'approche de l'échéance, en fait, les outils vont un peu changer. On utilise des modèles de prévision qui permettent d'anticiper ces phénomènes. Les modèles de prévision peuvent changer. On va choisir des modèles qui sont peut-être plus spécifiques justement à ces prévisions à courte échéance. Et une fois que on va rentrer un peu dans l'événement, là on va partir plutôt sur les observations, combinées aussi avec ces modèles de prévision à très courte échéance. Et ces observations, elles sont très précieuses, justement, pour la prévision des orages, parce que ça permet, d'une part, de critiquer la prévision qui a été faite, de voir si les événements se déroulent bien comme prévu, comme anticipé. Et si ce n'est pas le cas, de réagir, peut-être? Exactement, et de corriger le tir, justement, si ce n'est pas le cas, quoi. Et aussi de cerner, justement, via l'observation, de cerner, par exemple, les cellules orageuses qui sont les plus virulentes et celles qui présentent le plus de danger, et donc, éventuellement, d'ajuster éventuellement la vigilance ou l'alerte qu'il peut y avoir en bout de course, quoi. Quand on parlait de satellites tout à l'heure, c'est ce que l'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de Kéronos, ce sont ces grosses boules nuageuses qui sont les cumulonimbus, les nuages d'orage. Oui, tout à fait. Ouais, sont très bien cernés par les différents outils d'observation, le satellite, et également les radars qui sont particulièrement précieux pour le suivi des orages. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard d'ailleurs dans la journée. Je fais un peu de pub au passage. C'est très bien. Et effectivement, ce sont des outils aujourd'hui qui sont devenus indispensables, en fait, qui ont révolutionné complètement la météorologie. Parce que même ce sont des outils d'observation donc, qui servent pour le suivi des situations orageuses, mais c'est aussi des données qui rentrent dans les modèles de prévision et qui vont donc permettre de faire des prévisions beaucoup plus fines et réalistes, quoi. Et l'observation est essentielle, dans tous les cas, c'est important de le dire. Pas de prévision sans savoir le temps qu'il fait à l'autre bout de la planète. Et exactement, en fait, c'est un modèle de prévision. Je vais quand même expliquer, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, en fait, c'est de récolter toutes les différentes observations qu'on peut avoir sur Terre. Donc ça peut être les petites stations météo, mais ça peut être aussi les ballons instrumentés qu'on envoie dans l'atmosphère, les données radar, on en parlera cet après-midi, les données satellites. Et tout ça, on le fait ingérer par un programme informatique, en fait, qui, lui, va construire une atmosphère numérique à l'instant zéro. Donc il va faire ce qu'on appelle une analyse. Donc ça va être une analyse qui va être plus ou moins imparfaite, parce que des observations, on n'en a pas forcément partout sur Terre ou avec la même définition. Et à partir de là, des équations de la physique, on va faire évoluer cette atmosphère numérique dans le futur. Et donc, c'est comme ça qu'on va construire notre prévision. Et on comprend bien ici, du coup, le rôle des données d'observation, en fait, qui sont hyper précieuses, justement, pour pouvoir faire tourner ces modèles de prévision. Et au-delà du simple fait d'observer les cellules orageuses et de les anticiper. D'ailleurs, petite révolution, je crois que c'était l'année dernière sur le site internet Emmanuel, où vous avez mis en place une carte de prédiction de déplacement des orages, où en fait on a un orage et vous allez modéliser potentiellement le secteur, la zone touchée dans un département, dans une région. Oui, tout à fait. Donc on a en effet développé un système qui permet, et d'ailleurs c'est aussi en libre accès sur le site internet, de faire de la prévision à très courte échéance quelque part. C'est-à-dire qu'on a la situation actuelle
satellites, radars, les observations au sol, l'activité électrique, pardon. Donc on voit ça sur l'ensemble de la France, on peut zoomer et dessus donc on met les zones en alerte, c'est-à-dire les zones où il y a des orages actuellement, et on cible aussi les zones où des orages sont attendus dans l'heure qui vient. Et donc ça c'est déduit directement de la situation actuelle sur une sorte de prévision à très courte échéance, et qui donc là a l'avantage d'être plus précis que la prévision qu'on peut faire par exemple le matin pour la fin de journée, puisque forcément là on s'adapte exactement à l'endroit où sont actuellement les orages. Et aussi sur cette carte, on a rajouté toute une série d'informations qui permettent de savoir si l'atmosphère est plus ou moins en mesure de supporter des orages. Donc justement l'instabilité, et si on a des cisaillements, comment sont organisés les vents aux différentes altitudes. Et donc ça permet aussi d'être quelque part ancré sur la situation vraiment actuelle et de voir où le potentiel d'orage peut vraiment se manifester dans les minutes qui viennent. Et donc ça, c'est un système qu'on a mis en place et qui recalcule tout ça toutes les 6 minutes. Donc c'est quelque part, en effet, c'est l'autre aspect de la prévision, parce qu'en prévision, on est généralement en anticipation de quelques heures ou de plusieurs jours. Et après, il y a ce qu'on appelle la prévision immédiate, ce que les Américains appellent le nowcast. Donc c'est vraiment de la prévision on va dire à 1 heure ou 2 heures. Et donc là, ça peut se faire à partir de l'observation seule et sur de la modélisation à très courte échéance. Et alors pourquoi, dans le grand public, pour le grand public, globalement, on va avoir une vigilance orange, il ne va rien se passer. Dans le monde des chasseurs d'orage, on va appeler ça un flop, ce terme qui est bien connu. Comment on explique, alors que tous les ingrédients sont réunis pour observer des orages forts, parfois violents sur une zone définie, à peu près définie, finalement il ne se passe rien à la fin de la journée. Comment on peut l'expliquer? Ça, c'est encore l'inconnu, c'est la recherche, les modèles qui peuvent se tromper aussi, il faut savoir le reconnaître. Alors déjà, je pense qu'il y a peut-être un petit peu deux cas de figure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des situations où il y a des vigilances oranges et le grand public a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais peut-être que chez lui, il ne s'est rien passé, mais un peu plus loin, il a pu se passer quelque chose. Donc là, c'est plutôt sur le caractère localisé de l'orage et la caractéristique de la vigilance qui fait qu'on a tendance plutôt à cibler des régions plus vastes en fait, pour le risque orageux. Et d'où on parlait tout à l'heure de la difficulté justement de la prévision, de prévoir une cellule précisément en avance. Donc ça montre bien ces limitations-là. Et effectivement, après, il y a d'autres situations où on peut avoir des vigilances qui ont été lancées, mais on reste bien aussi dans le cadre d'une vigilance. Donc on a une situation qui a un fort potentiel orageux. Après, si l'étincelle n'est pas là pour déclencher la convection, effectivement, il peut ne pas y avoir d'orage. Et cette étincelle, ça peut être quoi? Ça peut être un vent un peu trop fort, ça peut être un manque d'humidité, ça peut être... Ça peut être effectivement une convergence qui a été mal cernée par les modèles. Il y a plein de conditions qui peuvent... Quand vous dites convergence, pour les personnes qui sont dans la salle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les vents qui se... Voilà. Par exemple, des vents plus ou moins contraires, on va dire, qui vont se rencontrer et favoriser les ascendances. Donc, disons qu'il y a plein de conditions qui peuvent faire que la convection que les orages vont se déclencher ou pas, quoi. Et ça, les modèles ne sont pas parfaits, donc évidemment, ce serait trop facile. Et donc, il y a des situations, effectivement, où c'est un peu plus difficile, comme le disait Emmanuel. On est souvent sur des orages assez localisés, donc des choses qui ne sont pas forcément toujours très, très marquées, très prononcées. Donc il y a des difficultés parfois. Et alors, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous pour établir une prévision? Parce que parfois, ça a été évoqué aussi un peu plus tôt ce matin, des lignes orageuses. Voilà, on a une ligne orageuse qui passe et puis ensuite, c'est terminé. Parfois, on a plein de petites cellules qui naissent à des points différents d'un département ou d'une région. Est-ce que ça complique pas quand même un peu la prévision? Parce que là, clairement, on n'est pas sur le cas d'une ligne orageuse qui va traverser tout un département ou toute une région. On est sur de l'ultra-local. Qu'est-ce qui est le plus difficile à cerner à travers les modèles et puis ensuite à travers votre analyse? Oui, le plus compliqué, c'est généralement ce qu'on appelle les orages préfrontaux. Donc, c'est des orages qui se développent à l'avant d'une ligne de front et qui donc généralement sont plus localisés. Et le défi pour nous, c'est que généralement, c'est aussi dans ces zones-là où le potentiel d'orage violent est le plus important. Parce que c'est des orages qui peuvent être plus facilement... ils sont moins parasités par ce qui se passe autour, parce qu'ils sont plus isolés. Et ils ont plus tendance à faire des supercellules, et donc à générer de la grêle, des risques de tornades, etc. Et ces déclenchements-là, parfois ils sont bien vus par les modèles, parfois mal, puisqu'il peut y avoir des parasitages qui peuvent être faits par des nuages. Parfois à l'avant des fronts, il y a
des développements nuageux qui se forment et qui viennent limiter l'instabilisation de l'atmosphère. Donc ça peut venir casser le potentiel orageux d'un seul coup. Ou parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas censé franchement se déclencher, puis finalement une zone d'éclaircie qui se forme, et là ça peut être l'inverse, d'un seul coup c'est un peu la cocotte minute, mais ça on le voit 1 heure ou 2 à l'avance. Et donc c'est plutôt ces situations-là, donc dans des orages préfrontaux, dans des situations qui peuvent être sensibles à un parasitage nuageux, ou parfois des orages qui vont se faire mais plus tôt que ce qu'on imaginait, et donc ils vont se multiplier et disperser l'énergie qui était disponible pour la journée. Et puis donc une situation qui aurait pu être violente, d'un seul coup, ça fait un peu pchit, quoi, parce que voilà, l'énergie est dispersée. Alors justement, parfois des flops, comme on le disait tout à l'heure, ça arrive. Vous avez peut-être vu dernièrement de nombreux articles qui évoquent ces médecins qui s'aident de plus en plus pour établir un diagnostic ou pour revoir certains traitements auprès de leurs patients, s'aident de l'intelligence artificielle, l'IA comme on l'appelle. Est-ce que ça existe déjà en météo, dans nos modèles, dans nos outils technologiques à travers les satellites, les systèmes d'observation, et est-ce que c'est amené à encore plus se développer pour nous aider à être meilleurs dans la prévision? Alors l'IA, en tout cas à Météo France, d'une certaine manière, existe depuis très longtemps. Hein, finalement, on faisait notamment, enfin on fait toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle des adaptations statistiques. Donc en gros, on s'appuie sur la climatologie des stations météo pour mieux prévoir la température et corriger les biais qu'il peut y avoir dans le modèle. Donc d'une certaine manière, ça existe depuis assez longtemps. Mais c'est clair que depuis quelques années, il y a une révolution clairement qui est en cours dans le monde de la météorologie, pas vue depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis cette révolution concerne beaucoup de domaines scientifiques. Hein. Et il est clair, on voit déjà des modèles de prévision complètement fondés sur l'IA, hein, à partir d'apprentissage sur des données. Alors la clé du problème, c'est les données, justement, les données d'observation. Et justement, on profite, beaucoup d'entreprises ont profité des données issues, produites par le Centre européen de prévision, hein, des réanalyses donc de situations météo, hein, sur une quarantaine d'années, pour construire par apprentissage, donc en apprenant un peu toutes ces situations météo, essayer finalement de refaire une prévision en lui fournissant donc une analyse météo de l'instant zéro, et lui, à partir des informations qu'il a eues sur les 40 années précédentes, essayer de voir d'une certaine manière s'il n'y a pas un analogue, et du coup de reproduire un peu la prévision. Donc clairement, c'est en train de révolutionner le monde de la modélisation. Hein. À Météo France, d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce sens, en collaboration plus ou moins avec le Centre européen. Et c'est clair qu'on va voir des nouvelles manières d'aborder la prévision dans les prochaines années. Ouais. Vous parlez de l'importance à l'instant des stations météo implantées un peu partout à travers le monde pour la remontée de données. Est-ce qu'aujourd'hui on a assez de stations météo justement pour améliorer notre prévision de demain? Question pas simple, mais est-ce que ça en fait partie? L'observation, vous le disiez, est essentielle pour établir une bonne prévision. Alors je dirais qu'on n'a jamais assez d'informations. Une grosse révolution qu'il y a eu dans la prévision météo, c'est probablement l'arrivée des satellites. L'arrivée des satellites, en fait, ont permis d'avoir une couverture en observation, une couverture globale sur les océans, dans l'hémisphère sud, qui était assez peu pourvu en observation. Et je pense que, à mon humble avis, alors ce n'est pas parce que je travaille maintenant dans les satellites, mais je pense que clairement, c'est une grosse partie de l'avenir des données d'observation. Elle est probablement du côté du satellite aussi. Parce que les données radar sont certes précieuses, mais elles sont localisées sur les continents, elles ne sont pas globales. Et quand on fait des modèles de prévision, on a besoin de données partout. Et donc, c'est clair que en tout cas pour les modèles globaux, à mon avis, la source d'information la plus précieuse est probablement du côté du satellite. Une petite parenthèse, on a appris à travers Météo France l'installation prochaine à Mayotte d'un radar de précipitation de façon à mieux surveiller les orages. C'est essentiel évidemment à travers la reconstruction du territoire. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un nouveau radar qui a été régulièrement, en fait, hein, pour ce qui est du radar. Hein, il y a régulièrement une réactualisation du réseau, éventuellement des nouveaux radars qui sont installés aussi pour compléter le réseau. Et ce sont des données qui sont très précieuses, hein, pour la prévision immédiate, mais aussi pour les modèles de prévision numérique. Hein. Le modèle, par exemple, Arome, s'appuie sur ces données d'observation pour faire ses prévisions. Et vous, Emmanuel, à Kéronos, l'intelligence artificielle, c'est déjà du passé, de l'actuel ou du futur? Jusqu'à maintenant, on n'a misé que sur l'intelligence humaine. Donc et c'est vrai qu'on voit arriver l'IA dans les modèles, notamment en effet au niveau du Centre européen, qui ont donc mis à disposition une version IA de leur modèle global.
qui a l'avantage d'être disponible très vite, parce qu'en effet, le temps de calcul est incomparablement plus court que pour un modèle traditionnel, et qui peut avoir aussi l'intérêt, comme le disait Tony, quelque part de nous restituer ce que pourrait devenir la situation des prochains jours, parce que quelque part, une situation proche s'est déjà produite dans le passé. Donc ça donne une indication qui est quand même intéressante. Après, pour ce qui concerne spécifiquement la prévision des orages, à l'heure actuelle, je suis un petit peu plus dubitatif, puisque là, on change complètement d'échelle. Et on est sur des phénomènes et des situations qui, par définition, probablement ne se sont jamais produites parfaitement à l'identique, puisque le déclenchement des orages se fait toujours quelque part sur des micro-détails de convergence de vent, de zones instables, etc. Donc là, je suis un petit peu plus dubitatif, en tout cas à court terme. Je pense que les modèles à haute résolution traditionnels, pour le moment, vont rester la référence. Mais ça reste une information complémentaire qui est intéressante. Mais comme le dit Tony, je pense que, en tout cas pour la prévision des orages à courte échéance, l'effort capital, c'est plutôt de miser sur une intégration rapide des informations satellites radar dans des modèles numériques traditionnels à haute résolution, qui ont le plus de chances de simuler de manière à peu près réaliste ce qui peut se produire. Je pense que l'IA dans ce domaine-là est un peu plus limitante, en tout cas à l'heure actuelle. Tony ? Après, c'est vrai qu'il y a des débats un peu justement sur comment réussir à faire cette descente d'échelle finalement dans la prévision numérique. Et justement, est-ce que les questions sont, est-ce qu'il faut faire des modèles un peu hybrides d'une certaine manière, qui pour la grande échelle, donc quand il s'agit de faire des prévisions globales, s'appuieraient sur l'IA, et ensuite avec des modèles un peu plus basés sur la physique pour la descente d'échelle, ou l'inverse aussi. Et puis de toute façon, on aura toujours besoin, en tout cas actuellement, dans les modèles d'IA qui ont été proposés, on a toujours besoin des modèles numériques, en fait, des modèles de prévision, parce que ces modèles d'IA qui ont été faits s'appuient sur des analyses, donc la construction de l'état de l'atmosphère à l'instant zéro, mais ça, on est déjà dans le domaine de la modélisation numérique comme on la connaît actuellement, quoi. Tout l'enjeu maintenant, il y a d'autres perspectives. Je sais qu'au Centre européen, ils travaillent, c'est d'essayer de faire un modèle qui serait fondé que sur l'observation, où en gros, il s'appuierait finalement que sur des données satellites, des données radar, sur les stations météo, et il essaierait de restituer un peu dans le même espace, d'une certaine manière, essayer de produire quelle serait l'image satellite, par exemple, dans quelques heures. Parce que les autres modèles que vous évoquez, pour les personnes qui sont là et qui découvrent aujourd'hui peut-être le terme de modèle météorologique pour aller ensuite sur des prévisions, qu'est-ce qui remonte justement à l'intérieur de ces modèles ? Il y a des calculs mathématiques, il y a évidemment les données de certaines stations météo, qu'on comprenne bien quelle est la convergence en direction de ces modèles pour ensuite avoir plus de détails. Concrètement, donc on récupère toutes les observations disponibles de qualité, évidemment, parce que c'est déjà le cas finalement. Il y a déjà, il y a déjà, mais après tout ce qui est le travail d'analyse est fait par le modèle en lui-même, est intégré par le modèle. Donc c'est ce qu'on appelle on fait de l'assimilation de données. C'est un terme un peu technique, mais dans le domaine, c'est comme ça qu'on appelle ce processus. Et donc on assimile toutes ces données, et après il y a tout un travail justement d'essayer de représenter cette atmosphère. Et l'idée, c'est peut-être de sauter cette étape, directement à partir des observations, essayer de construire la prévision. Voilà. Mais en fait, il y a encore beaucoup de débats justement sur quelle est la meilleure méthode, mais nul doute que on revient ici l'année prochaine ou dans quelques années, déjà tout aura changé en fait, parce que ça va hyper vite. Ouais. Encore 2 petites questions, on aura du temps après pour des questions évidemment essentielles. Si on veut se projeter avec vous le soir, quand il faut établir une carte, qu'est-ce que vous faites ? Vous analysez toutes les cartes. Expliquez-nous un petit peu votre quotidien qu'on imagine. Par exemple, on est la veille d'une grosse dégradation orageuse. On a déjà de la couleur orange sur la carte de vigilance de Météo France. Comment on travaille à Kéronos ? Alors déjà, dans ce cas de figure-là, c'est une situation qu'on a anticipée depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on commence à établir les prévisions, on va dire en gros une semaine avant. C'est là on commence à avoir les premiers indicateurs. On fonctionne dans ce cas-là d'ailleurs avec des modèles classiques, comme on vient de parler, mais aussi avec des modèles ensemblistes, c'est-à-dire qu'on a des séries de scénarios différents, ce qui permet de voir déjà un peu à l'avance si on se dirige vers une situation qui est plus ou moins probablement productrice d'orages plus ou moins sévères. Donc ça, quelque part, on a déjà une anticipation. Donc dans les jours qui précèdent, petit à petit, notre vision sur une journée, sur un épisode orageux s'affine.
Et on est de plus en plus en mesure de déterminer si ça va être des orages qui vont être plus ou moins producteurs de rafales de vent, de grêle, de pluie intense, parce qu'en fonction du type d'orage, on a des risques qui sont différents. Et donc, par exemple, en effet, la veille au soir d'un épisode qui peut être important, on est encore beaucoup sur des modèles, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour se baser sur l'observation. Et donc là, on travaille sur des modèles à haute résolution, dans lesquels on a, en tout cas donc, au niveau de Keronos, on a toute une série d'indicateurs spécifiques, alors soit des indicateurs qui viennent des États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le sujet, soit des indicateurs qui nous sont propres, qu'on a développés avec le temps, et qui arrivent à diagnostiquer en fonction des situations quelles sont les zones du territoire qui peuvent être propices à des fortes rafales de vent, à des tornades, à des structures supercellulaires, etc. Et donc on regarde ça sur toute une série de modèles à haute résolution, des modèles déterministes, des modèles ensemblistes, etc. Et donc c'est grâce à tout ça qu'on arrive à se forger une idée de ce que va être probablement la situation du lendemain, et s'il y a des zones qui vont être plus exposées que d'autres à des risques plus ou moins importants. Et donc c'est ça qui va déterminer si on va rester sur un risque modéré ou fort, violent ou extrême. Et donc ça dépend si on juge qu'on peut dépasser certains seuils pour les différents paramètres. Donc, par exemple, orage fort, pour nous, c'est plus de 90 km/h de vent sous orage, ou des grêlons de plus de 2 cm, ou des pluies qui vont dépasser 50 mm par heure. Le niveau violent, c'est plus de 120 km/h en rafale sous orage, ou des grêlons de plus de 5 cm, ou plus de 100 mm/h sous les cellules orageuses. Et après, l'extrême, c'est quand on dépasse 150 km/h, ou qu'on a des grêlons géants, donc plus de 10 cm. Et bon, ça, c'est des configurations qu'on ne voit pas tous les ans. Donc ça, c'est des informations à disposition du grand public, et c'est vrai que la météo est stratégique. Keronos travaille, pas dans l'ombre évidemment, parce que c'est connu, mais avec des professionnels, des autorités, des entreprises dont la mission peut être évidemment largement soumise à l'aléa climatique, à l'aléa météorologique en l'occurrence. Oui, tout à fait. Donc en effet, il y a la partie publique qu'on voit sur le site, mais on a en effet des clients qui sont un peu dans tous les domaines, assurance, industrie, automobile, etc., qui sont en effet sensibles aux risques orageux. Alors parfois à tous les risques orageux, parfois à certains spécifiquement. Par exemple, en automobile, ils sont très sensibles à la grêle, par exemple. Donc eux, c'est plutôt ce domaine-là sur lesquels on leur fournit des prévisions qui sont spécialisées. Mais pour d'autres, ça va être vraiment tous les aspects, parfois l'aspect foudre, etc. Donc en effet, on couvre tout le panel avec des clients. En effet, ça ne se voit pas forcément sur le site, mais voilà, c'est notre activité même principale. Et ce qu'on fournit sur le site, c'est de la formation qui est gratuite parce qu'à la base, on est des passionnés de météo, passionnés d'orage. C'est important de le rappeler. Et quand on a créé Keronos, il n'y avait rien qui existait dans ce domaine, donc ça nous faisait plaisir de partager ça avec tout le monde. Et puis donc on continue à partager ça. Et vous chassez encore, je crois, les orages, mais de façon très discrète. Oui, alors parce que c'est un plaisir personnel et on ne veut pas. Voilà, on a souvent eu des demandes de journalistes pour nous accompagner et on a pratiquement toujours refusé parce que c'est un moment de plaisir personnel avec les orages. Et en effet, dès qu'on peut, on chasse en France, aux États-Unis, mais on le garde généralement pour nous, effectivement. Pour conclure, avant de passer aux questions, Tony, la prévision de demain, c'est quand même important de dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire déjà de belles choses, c'est-à-dire de prévoir, parfois avec évidemment une marge d'erreur plus ou moins importante, mais de prévoir le temps qu'il fera demain, par exemple ici à Lyon, à Bron, c'est déjà remarquable. Mais comment on peut l'imaginer, la prévision de demain? Avec un combo de tout ça, l'IA, ce que l'on connaît, les observations, plus de stations météo? Alors si j'avais la réponse, ce serait génial. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir la réponse. Mais c'est sûr que, bah oui, forcément, plus d'IA, enfin en tout cas, dans les prochaines années, ça semble évident. Après, les gens sont de plus en plus exigeants aussi, hein, que ce soit le grand public, les autorités, parce qu'on ne se rend pas compte, mais finalement, on gagne presque un jour de qualité en prévision tous les 10 ans. Donc en gros, une prévision aujourd'hui à 2 jours ou à 3 jours, disons, est de la même qualité qu'une prévision d'à 2 jours d'il y a 10 ans. Donc, et la source sur laquelle on va consulter son info météo est importante aussi. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de confusion aussi dans les applications. Exactement. Et puis sur l'expertise aussi qui est menée derrière toutes ces prévisions qu'on peut trouver. Donc la prévision de demain, ouais, je sais pas, elle sera sûrement encore plus personnalisée, plus réactive aussi probablement. Elle sera sur notre téléphone à tout instant de la journée. Et bon, après, c'est clair que l'IA,
j'espère que l'humain a encore sa place, et je pense qu'on en a encore besoin aujourd'hui. On ne peut pas tout confier aux ordinateurs, mais c'est sûr que ça va changer dans les prochaines années, ça c'est évident. Question plus personnelle, pas trop dur d'être chasseur d'orage en Bretagne? C'est à Lannion en plus. À Lannion. Ouais. C'est un autre défi, on va dire. Mais il y a beaucoup d'autres choses en Bretagne qui valent le coup d'être vues et vécues. Donc c'est autre chose. Et je me régale. J'ai des compatriotes aussi par là-bas. Donc c'est un autre plaisir. Disons que moi, je me fais plaisir aussi à prendre les orages dans des endroits un peu insolites. Et je pense qu'en Bretagne, presque tout est à faire encore. On est d'accord. Voilà. C'est vrai, vive la Bretagne. Merci à tous les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Techniques, pas techniques, généralistes, c'est le moment. Puis vous pouvez évidemment les retrouver sinon dans les allées de ce beau festival. Il y a une petite question là, juste au centre. On va vous apporter le micro. Bonjour, déjà merci pour l'organisation, le festival, tout ça, enfin, trop bien. Vous parlez des données dont on a besoin avant de rentrer qu'on a besoin pour nourrir les modèles, etc. J'ai cru comprendre que Météo France appartenant au ministère de l'écologie et que l'écologie n'étant manifestement plus une priorité pour nos gouvernements, que ça se prenait des petites baffes en termes de budget ces derniers temps, où allaient se prendre des baffes dans les temps à venir. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais juste... ARW, qui est différente de la version NMM. Donc il y a deux cœurs différents. Et celui qu'on utilise, c'est plutôt l'autre, et qu'on a paramétré vraiment à notre sauce. Et en effet, ce n'est pas celui qu'on voit sur le site. Donc pour l'instant, en effet, on met que celui-là sur le site pour des raisons un petit peu de, je sais pas dire, un site confidentialité, c'est-à-dire qu'on a d'autres outils, mais là pour le coup, on ne les diffuse pas. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'on va rajouter des choses d'ailleurs, mais on va dire que ça donne une information. On en a d'autres, mais on ne peut pas tout donner non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a que ce modèle. Oui, tout en haut, désolé, on te fait marcher. Merci beaucoup. Viens. Merci. Au niveau des modèles d'IA, vous utilisez quoi comme architecture, si vous pouvez en parler un tout petit peu? Est-ce que c'est plutôt Transformer, CNN? Comment vous gérez la quantité de données? Alors, je serais bien incapable de... Pas moi, en tout cas. Non, de répondre, je suis désolé, je ne suis pas spécialiste sur ces domaines. Enfin, la modélisation, j'y ai un petit peu touché dans le cadre de ma thèse, mais j'étais plus en tant qu'utilisateur, et puis c'était à une époque où l'IA restait relativement confidentielle encore. Hop, juste au centre, merci, viens. Bonjour, moi c'est plus une question, comment vous faites pour prévoir vraiment l'intensité électrique et faire le zonage? Et vraiment pour, de mon côté, quels paramètres regarder pour partir en chasse et vraiment zoner la zone, enfin, cibler la zone la plus intense au niveau foudroiement? Alors, en tout cas pour ce qui nous concerne, on utilise des données, d'ailleurs tout à l'heure Tony en parlait, c'est-à-dire que le Centre européen a mis à disposition ce qu'on appelle des réanalyses, c'est-à-dire c'est une reproduction la plus proche possible de la réalité de ce qui s'est passé depuis 1940 sur l'ensemble du globe, donc par intervalle de 3 heures. Et donc on a utilisé ces données pour rejouer des situations du passé, pour lesquelles forcément on a connaissance de l'activité électrique qui a été observée. Et donc, en travaillant dessus, on a pu mettre en évidence un certain nombre de corrélations entre des paramètres atmosphériques et l'activité électrique qui était produite. Et donc, on a créé différents indicateurs qui prennent en compte plein d'éléments différents. Ça réagit pas mal, notamment à des éléments de stratification de l'humidité sur la verticale et aussi de gradient thermique, aussi un peu sur les types de structures. Et donc, on a des indicateurs, plusieurs, qui agglomèrent différents éléments atmosphériques et qui nous permettent de déterminer si, sur telle ou telle région, les orages vont avoir tendance à être plus ou moins électriques, en fait. On arrive aussi à déterminer les situations qui vont être plus ou moins à tendance positive, enfin un peu plus positive que la moyenne, ou à l'inverse, à dominante négative. Et donc, en effet, c'est par de la modélisation qu'on arrive à déterminer en prévision si on va être sur des piles électriques ou plutôt sur des orages qui ne seront pas très électriques.
Est-ce qu'il y a une autre petite question? Peut-être la dernière? Il y en a 3 sur la 3-4. On va essayer de les passer, il nous reste 2 minutes. Donc, moi, je m'appelle Charles, passionné météo. Donc, j'avais une question concernant l'évolution de la fiabilité des modèles avec le changement climatique. Parce que moi, je les regarde depuis quelques années et j'ai l'impression que la fiabilité diminue un petit peu au fil des années. Alors je pense que c'est une question assez difficile hein, et que d'ailleurs beaucoup de chercheurs et de prévisionnistes se posent. Je pense que bon, c'est difficile déjà sur quelques années d'avoir un vrai recul sur finalement l'impact du changement climatique sur la qualité des prévisions, parce que d'une année à l'autre, les situations peuvent être différentes. Donc il faudrait travailler sur des périodes beaucoup plus longues. Et puis bon, les modèles changent aussi régulièrement. Mais c'est un des enjeux aussi avec l'IA, justement, on en parlait. L'IA s'appuie sur des données d'observation du passé, et toute la question est de savoir dans quelle mesure on arrivera à bien représenter l'atmosphère dans un climat changé avec ces modèles d'IA, sachant qu'ils ont appris sur des données du passé, quoi. Et là, il y a un vrai enjeu, une vraie question de recherche, hein, justement, en modélisation sur ce thème-là, quoi. Désolé pour les 2 ou 3 autres questions. N'hésitez pas à venir rencontrer Tony dans les allées du festival. Et puis Kéronos qui a un stand au cœur du village partenaire qui est situé, vous l'avez vu, juste devant ce beau festival. Merci à tous les deux. Merci pour votre intervention. Merci.